Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Demandez le programme. Nous accueillons aujourd'hui le candidat à la mairie de Nîmes, Franck Proust. Bonjour. Bonjour. Si le programme est important, le candidat l'est tout autant. Et on va donc faire plus ample connaissance avec toi, si tu veux bien. Avec grand plaisir. Pierre-Henri nous accompagne aussi aujourd'hui. Bonjour Monsieur Proust, bonjour Richard. On va commencer par le commencement alors. Et bien entendu Richard, donc vous êtes né le 2 mai 63 à Poitiers. Ah tiens, t'es de Poitiers ? Oui. Oui, Ah bon, d'accord. Mais et comment t'es arrivé à Nîmes alors ? Pour des raisons professionnelles, après mon service militaire, je suis venu m'installer ici en décembre 87 avec deux autres associés. Voilà, mais j'ai fait mon enfance, bien entendu. La première partie de mon parcours universitaire à Poitiers, je l'ai conclu à Clermont-Ferrand. Je suis parti ensuite faire mon service militaire au 1er régiment de hussards parachutistes à Tarbes. Oula. Et puis je suis venu. T'as sauté en parachute ? Non, parce que j'étais Y4. Mais par contre, ça a été une belle expérience de vie parce que c'est ce qui m'a quelque part peut-être endurci et préparé pour la vie tout court et en particulier la vie politique. Et tu penses quoi alors justement on parle de remettre un service militaire Moi, je pense que c'était une bonne chose puisque on voit qu'il y avait un certain nombre de personnes d'ailleurs que j'ai côtoyées pendant un an. Vous savez, d'abord rendre un an à sa patrie ou donner un an à sa patrie, à son pays, c'est quelque chose d'important. Et puis vous aviez des gens qui étaient, comme aujourd'hui, un peu hors circuit et pendant un an, respecter une hiérarchie, se lever, vivre en communauté, apprendre un métier aussi, parce qu'il y avait une formation qui était donnée. Je trouve que c'était plutôt bien. Alors bon, je sais pas. Ça fait une cohésion en même temps, ça fait aussi des mélanges. J'ai côtoyé des gens que je côtoierai plus. C'est ça. Mais globalement, c'est une belle expérience de vie. Et donc je suis arrivé après ici en décembre 87 pour créer une entreprise. Donc je sais que vous êtes titulaire d'une maîtrise de sciences de gestion et d'un DESS en marketing. Tout à fait. Vous avez débuté votre carrière comme agent d'assurance. Non, j'avais un cabinet d'études de marché et j'ai été ensuite dans une collectivité locale et j'ai passé mon concours parce que la vie a fait que j'ai eu l'opportunité effectivement de créer une agence avec mon frère et donc j'ai passé mon diplôme d'agent général d'assurance pour ouvrir le cabinet en 2007. Très bien. 2006, l'ouverture du cabinet. Et puis vous êtes engagé en politique, mais ça, vous avez dû vous engager avant tout ça en politique. Oui, c'est un peu le fruit du hasard. Un jour, je me souviens, j'avais élaboré la stratégie marketing d'un candidat pour la Chambre de commerce qui s'appelait Yves Gilles, qui avait battu la présidence de Pierre Lambert. Et un soir, je me souviendrai toujours, j'étais boulevard Talabot et le président Gilles vient me voir et me dit « Jean Bousquet souhaite rajeunir son équipe, il aimerait des jeunes chefs d'entreprise comme vous, aller le voir. » Et puis voilà, j'ai passé comme un entretien, je m'en souviens, qui était assez impressionnant parce que Jean Bousquet était quelqu'un dans son bureau d'assez impressionnant. Et il m'a refait venir 2 mois après, il m'a dit « Vous êtes un homme de marketing, donc je vais vous confier le tourisme. » Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré en politique et rien ne me prédestinait à faire de la politique, en tout cas à Nîmes. Et t'étais adjoint à l'époque de Bousquet ? Non, j'ai commencé comme conseiller, puis après il m'a nommé adjoint. C'est là où j'ai fait les Jeudis de Nîmes. D'accord. On avait lancé le premier triangle d'or, Nîmes-Arles-Avignon également. Un beau souvenir. Et puis vous avez été élu au Parlement européen de 2011 à 2019. C'est ça. Membre du groupe PPE. Voilà, tout à fait. J'ai pris la succession de Dominique Baudis et j'ai même été le président du groupe. Avec des éminents personnages, beaucoup d'anciens ministres qui étaient là. Belle expérience également, gérer un groupe de 20 personnes avec des caractères forts, de Michel Alliot-Marie à Nadine Morano, Rachida Dati, Renaud Muselier. C'était une belle expérience de vie. Et donc vous avez siégé au sein des commissions commerce international et celle des transports et du tourisme. Tout à fait, où j'ai obtenu d'ailleurs le titre de meilleur député de l'année. Et quelle expérience tirez-vous de cette élection au Parlement européen ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en veuille, c'est une instance où se décident beaucoup de choses. D'abord, ça m'a permis de
de parfaire ma connaissance sur les institutions européennes. Parfois, on accuse beaucoup l'Europe à tort, on la caricature, et bien souvent, c'est tellement facile de mettre tous les mots sur l'Europe, ou la faute à l'Europe d'ailleurs, c'est le titre d'une émission. Et bien souvent, ce que j'expliquais quand j'étais au Parlement européen, c'est que le problème, c'est pas l'Europe, c'est la France qui surtranspose toutes les normes européennes et qui crée quelque part, ou qui engendre de la concurrence déloyale. Ici à Nîmes en particulier, quand on est entre Milan et Barcelone, bien, ce qui est autorisé en Italie et en Espagne est refusé en France, alors que ce sont les mêmes normes, donc on engendre cette concurrence. Mais ce qui m'a le plus appris, c'est la manière dont on peut faire de la politique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des opinions politiques différentes, mais on peut aller chercher des majorités de projets. Au Parlement, il n'y a pas de majorité en tant que telle. Et un socialiste allemand n'a rien à voir avec un socialiste français. Donc, quand on avait un projet, on allait chercher des majorités de projets. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai géré l'agglomération depuis juillet 2020. C'est aller chercher des majorités de projets, même avec des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes couleurs politiques que moi. Tu as entendu Borloo, là, dernièrement, dans une émission sur BFM, autant la citer, qui veut tout remettre à plat, justement, du millefeuille. Bon, depuis le temps qu'on en parle de ce millefeuille, tu en penses quoi, toi? Tu penses qu'il y a des strates qu'il faut enlever? Ou qu'il faut remanier, je ne sais pas? Oui, mais ça fait moi, depuis que je suis engagé en politique, j'entends le même discours. Ouais. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous dites il faut enlever la strate, vous enlevez laquelle, et surtout, il y a un effort, il y a une espèce de résistance par rapport à ceux qui sont dans cette strate. Souvenez-vous, on avait dit on va supprimer les départements pour faire un seul et même mandat département-région. Oui. En disant, par exemple, quand vous gérez un collège, vous pouvez également gérer une région. Mais regardez la résistance qu'il y a. Je crois qu'il faut qu'on évolue sur les instances, mais surtout qu'il y ait une clarification des compétences. Parce qu'à un moment donné, dans certains domaines, tout le monde s'occupe de tout, et dans la vie, normal, comme dans la vie politique, à partir du moment où tout le monde s'occupe de tout, plus personne ne s'occupe de rien. Lui, sa théorie, entre guillemets, enfin son idée, on va dire, c'est justement de séparer tout ce qui est le régalien, de le laisser à l'État, et il veut recréer un peu des sortes de grandes régions qui s'occuperaient vraiment au plus près. Alors je ne sais pas si c'est les régions ou les départements d'ailleurs. Oui, il parle de province, alors on ne sait pas trop si c'est le département, la région. Oui, c'était l'idée de la construction de cette grande région, parce que, on parlait de l'Europe tout à l'heure, qu'est-ce qu'on remarque? Les Landes en Allemagne ou les régions espagnoles ont une autonomie fiscale qui permet une puissance. C'est ça, il veut un peu... On a créé de grandes régions, est-ce que pour autant on a gagné en efficacité? Oui, mais on n'est pas... La France, pour aller vers le fédéralisme, je ne le sens pas. Ça. Et puis, il faut qu'il y ait une cohérence territoriale. Par exemple, est-ce que le Languedoc-Roussillon, avec la région Midi-Pyrénées, est-ce que c'était cohérent? Pour moi, la cohérence, c'était par exemple le pourtour méditerranéen, entre Perpignan et Nice. Et donc, il faut, pourquoi pas, mais encore une fois... c'est un peu ce qu'il prônait. Lui. Moi, je dis, au-delà du regroupement de régions hautes, c'est une clarification des compétences. Qui fait quoi? C'est ça qui est important. Okay. Alors, puisqu'on a parlé d'expérience, est-ce que tu peux nous citer une expérience négative personnelle dans ta vie ou professionnelle ou ta vie privée? Vous le savez comme moi, assurément mon procès qui a duré 20 ans, pour être innocenté sur le fond et sur la forme, et qui a engendré beaucoup de souffrances à titre personnel, familial, même professionnel. Ça m'a causé beaucoup de soucis. Oui, c'est une expérience négative, mais c'est aussi une expérience de vie. Oui, comme tout, c'est souvent dans le négatif qu'on apprend. Voilà, tout à fait. Vous savez, c'est souvent on dit dans les défaites ou ces expériences difficiles qu'on apprend le plus. Eh bien, une positive quand même. Allez, on va pas se quitter sur une négative. Écoutez, positif, comme on est dans le champ politique, j'en ai une. Ma première élection sur mon nom, en 2004, j'étais en triangulaire, je me souviens. C'était là où Frêche avait battu Blanc. Et sur mon canton, on avait voté le même jour, j'avais compensé 14 points de retard. J'ai gagné la triangulaire de 21 voix. Et quand vous gagnez une élection comme ça de 21 voix, c'est... Il y a du suspense. C'est du suspense. Je me souviens, le souvenir de Jean-Paul Fournier me tombant dans les bras, c'était assez extraordinaire.
c'était un très bon moment. Alors on a demandé à ChatGPT, figure-toi, de te poser des questions. Et tu vas nous dire ça, Pierre-Henri. En fait, oui, ChatGPT nous en a soumise plusieurs et on en a retenu une essentielle qui est dans votre programme, quel est le point que vous savez impopulaire mais que vous assumez quand même. Pas facile ça. Hein. Impopulaire, je sais pas. Est-ce qu'il y en a une déjà? Le programme n'est peut-être pas tout à fait... Non, oui, je suis en train de le peaufiner puisque je vais le présenter ainsi que mon équipe fin janvier. Ça dépend dans quel camp. Si vous apportez plus de rigueur, on peut vous le reprocher d'un certain côté. Je vais imposer une vision. Alors cette vision, peut-être qu'elle ne sera pas partagée par tout le monde. Quand je dis je préfère 150 000 habitants qui vivent bien que 200 000 qui vivent mal, ça peut peut-être déplaire à certains. Voilà, j'ai peut-être, on y reviendra tout à l'heure, cette expérience sur la commune et le recul nécessaire pour, au fond de moi-même, avoir la conviction de ce qu'il faut pour cette ville à 5, 10 et 15 ans. Donc voilà. Mais d'impopulaire, non, je ne vois pas ce qui pourrait d'entrée être impopulaire. Je ne vais pas augmenter les impôts, je ne vais pas... Voilà, donc non. Non, mais il faut des fois en passer par là quand même. Les politiques, d'ailleurs, c'est ce que disent un peu tout le monde. En ce moment, il faut faire des économies, donc il faut bien... Alors, par contre, effectivement, il y aura des choix politiques à faire. C'est pour ça que mon programme sera chiffré à l'euro près. Parce que, vous savez, en campagne électorale, c'est le concours l'épine des bonnes idées, les yaka faucons. Alors, donc, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, est-ce que tu l'utilises, toi, l'intelligence artificielle? Pas vraiment. Pour faire tes discours, allez. Non, pas vraiment. Par contre, je suis persuadé, pour m'informer et me renseigner dans ce domaine, que l'intelligence artificielle va amener beaucoup de plus dans un certain nombre de domaines, notamment sur la vidéosurveillance, sur... tout un tas de domaines où il y a des évolutions technologiques, il faut s'en servir. Tu es pour la reconnaissance faciale, par exemple? Ça ne me dérange pas. D'accord. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, voilà. À la limite. À partir du moment où on est dans l'efficacité et la protection des personnes, tout va bien. Est-ce que tu es branché astrologie? Astrologie, c'est-à-dire mon signe tu regardes, oui, voilà. Oui, tu regardes. Oui, est-ce que tu regardes ton horoscope de temps en temps? Oui, le matin, un petit peu. Taureau, deuxième décan. Voilà. Et ben c'est ce que j'allais dire. Tu es né le 2 mai et tu es taureau comme notre ami d'ailleurs. Vous avez ce point commun. Justement, la question c'était en tant que taureau, est-ce que tu es pour les corridas, de maintenir les corridas? Je suis pour. Disons que la tauromachie fait partie de l'identité et de l'ADN de la ville de Nîmes. Et par conséquent, je comprends tout à fait ceux qui sont contre. Je demande simplement qu'on respecte ceux qui sont pour. Et quand c'est très très fort, c'est une identité, c'est une culture, c'est également une filière économique sur Nîmes. Oui. Ton élément, on continue un peu, c'est la Terre et ta planète, je ne sais pas si tu le savais, c'est Vénus, donc les amours ça doit aller. Quelques sont, c'est pas moi, c'est l'astrologie. Quelles sont les qualités typiques du taureau? Alors c'est la patience, la fiabilité, la sensualité, la persévérance, l'amour du confort et de la stabilité. Alors ça fait un beau candidat tout ça, non? Écoutez, sur la stabilité, la confiance, la fidélité. Est-ce que tu es patient? Ça peut faire, oui, de toute façon. Enfin, patient, ouais. J'étais très patient, c'est vrai qu'en vieillissant, peut-être que je deviens de moins en moins. Ah bon, c'est le contraire en principe. Mais la patience est quand même une qualité nécessaire parce qu'aujourd'hui on est obligé de travailler sur le temps long, malheureusement, de plus en plus long. Et donc parfois il faut... Persévérant alors donc. Oui, oui, ça oui. Là, on peut m'aimer ou pas m'aimer, donc mais là, la persévérance, oui. Je lâche rien, comme en sport. C'est bien. Êtes-vous sportif? Tiens, justement. De canapé ou de terrain? Les deux. Ça dépend. Vu mon âge, il y a des choses que je peux plus faire. Je joue un peu de jogging, un peu de foot avec les copains, mais je joue en compétition au tennis encore. Donc je joue avec des copains, ce qui me donne une bouffée d'oxygène aussi. C'est important d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire un peu de sport à côté. Ça enlève un peu de stress. Quelle équipe sportive nîmoise soutenez-vous? La sportive nîmoise. Non, quelle équipe sportive nîmoise soutenez-vous? Je soutiens toutes mes équipes. J'assiste dès que je le peux, le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça peut être l'USAM, ça peut être
le RCN, bien sûr le Nîmes Olympique, j'ai été dimanche après-midi voir les filles jouer également, le foot féminin. Non, moi, vous savez, le sport en général, c'est quelque chose que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Donc à part le sport, vos activités vous permettent-elles d'avoir d'autres passe-temps? Alors théâtre, expo. Oui, j'aime bien aller au cinéma quand je peux, j'aime bien voyager beaucoup. Je suis un passionné de la découverte du monde, donc dès que je peux, puis ça m'évade aussi, puis c'est bien d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Aussi ailleurs. Donc, tu vas au festival de Nîmes, là, dans les arènes? Bien sûr. Alors bon, ça dépend des artistes. C'est quoi ton style de musique? Alors, variété? Oui, variété, j'aime bien. Alors ça dépend où je me trouve, l'heure. Je suis aussi jazz, lounge music. Oui, d'ailleurs, quelques groupes. Voilà. La métropole, elle frappe fort avec alors le Nîmes, je ne sais jamais dans quel ordre le dire. Le Nîmes Jazz Festival. Voilà. Non, tout à fait, très beau festival, un des moins chers d'Europe d'ailleurs, Mmh. et avec une qualité qui est exponentielle. Tu arrives quand même, tu as le temps d'aller en voir quelques-uns? J'en vois quelques-uns, et puis j'ai aussi la SMAC Paloma, qui fait une très très belle programmation, un peu plus jeune également, mais qui est un très très bel outil. C'est la deuxième SMAC de France d'ailleurs. On peut faire un coucou d'ailleurs à Stéphane Cochoyan. Tout à fait, Stéphane. Très et à Fred Jumel. Très bon. Plutôt maire ou président de l'agglo? Ou les deux? Les deux, parce que l'expérience montre que, comme dans toutes les grandes métropoles de France, le maire de la ville-centre est président de l'agglo. Quand vous avez une ville-centre qui fait 60% de la population, 80% des recettes fiscales, il y a une telle interconnexion entre les deux que si on veut être efficace, si on veut mutualiser, dépenser moins d'argent, eh bien, on doit avoir les deux, parce que quand il y a un seul chef, on avance davantage. On résume que si tu es élu maire, tu seras président d'agglo. En tout cas, je serai candidat à la présidence d'agglo. D'accord. Alors, est-ce que tu veux un peu nous parler de tes concurrents en quelques mots et nous dire ce que, je sais pas, leurs qualités, leurs défauts, je sais pas, de Vincent Bouget par exemple? C'est quelqu'un qui, sur la dimension humaine, j'ai aucun problème. Après, vous savez ce que je pense du parti communiste, du parti qu'il représente, même s'il a voulu s'en détacher pour éviter l'impact négatif de l'image, néanmoins, voilà. Je suis à l'opposé de ses idées. Valérie Rouvrant? C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé également, j'ai pas grand chose à dire, voilà. Elle apporte quelque chose là quand même dans le débat, on n'a pas encore eu. J'attends de voir les programmes, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu prématuré. Mais qu'une personne ait de l'ambition et autres, c'est comme en sport, c'est tout à fait légitime. Voilà. Après, il faut regarder les idées, les équipes. Julien Plantier? Julien, c'est quelqu'un que je connais quand même très très bien. Je me doute. Donc voilà. Après, il a voulu. Il veut porter voler sol. Après, c'est une ambition qu'il porte. Alors Jean-Marc Philibert, je ne sais pas si tu as vu cette nouvelle. Voilà, le vert, je ne sais pas si c'est... je le connais depuis un certain temps. Oui. Lui aussi, c'est bien qu'il y ait comme ça des petites listes un peu spontanées. Oui, mais ça permet d'écouter, de voir les propositions et tout. Mais la concurrence est une bonne chose à condition qu'elle soit de bonne qualité, comme dans le monde de l'entreprise. Ok, alors on ne va pas parler du RN, parce que LFI, on ne sait pas trop qui... LFI, si, je crois, ils sont... Si, il y a François Tardieu, LFI. Ah, voilà. Que je connais aussi, puisqu'il était en mairie à un moment donné, donc je le connais aussi. Quant au RN, on attend le candidat. D'accord. Ça vous oblige en quoi d'être soutenu par Jean-Paul Fournier? Ça m'oblige. Ça m'oblige en rien, si vous voulez. C'est pas le terme. Mais disons que c'est un peu le changement dans la continuité. Moi, ce qui m'importe, c'est de faire de cette ville une ville où on se sente bien, travailler sur la qualité de vie. On a beaucoup travaillé sur les infrastructures avec Jean-Paul Fournier. Comme je vous l'ai dit, je préfère une ville où il y a 150 000 habitants qui vivent bien plutôt que 200 000 qui vivent mal. Donc on va parfaire un petit peu cette qualité de vie et donner à tous les Nîmois, je dis bien tous les Nîmois, d'où le nom de ma liste Tout Nîmes, ce sentiment d'appartenance à la même ville avec des infrastructures qui vont irriguer l'ensemble de la ville. Alors justement, tu parles d'infrastructures, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un palais des congrès et surtout situé là où il est situé? Alors oui, et 2 fois oui. Oui pour un palais des congrès, oui au centre-ville, parce que le fait de le voir en centre-ville, c'est un moteur
pour l'économie, pour l'attractivité de la ville et pour l'attractivité des commerçants du centre-ville. Le Palais des Congrès, parce que ça permet de désaisonnaliser déjà la saison touristique. Un touriste d'affaires dépense en moyenne 3 fois plus qu'un touriste Ça traditionnel. existe encore? Ben, bien entendu. Alors que les entreprises, depuis le non, Covid, regardez ont créé le comment on appelle ça, oui, les visioconférences. Les visioconférences. Mais regardez, aujourd'hui, les palais des congrès fonctionnent. Et surtout, ce qu'il fallait, c'est avoir un palais des congrès avec la bonne dimension. Il ne fallait pas faire une usine à gaz. Aujourd'hui, on a une plénière qui fait 700 places. Et je pense que c'est un formidable outil au cœur de la ville qui va servir également aux Nîmois pour faire un certain nombre de représentations. Mais regardez l'aménagement, regardez quand vous voyez le Palais des Congrès aujourd'hui avec cette rue Jean Reboul, la rue Porte de France, tout ce que ça donne en termes d'aménagement urbain, la valorisation, avec l'arrivée aussi d'infrastructures hôtelières de qualité, 4-5 étoiles, et un énorme espace entre le musée de la Romanité et le Palais des Congrès. Et un mot quand même, en termes de commercialisation, c'est qu'à Nîmes, organiser à Nîmes un congrès, c'est à Nîmes et nulle part ailleurs, parce qu'à Nîmes, face aux arènes, vos congrès rentreront définitivement dans l'histoire. Voilà, tu as parlé de restaurants, d'hôtels 5 étoiles, etc. Alors, il va commencer, moi j'en ai connu qu'un, le Jardin Secret à une époque, maintenant il va y en avoir au moins 5 ou 6, et est-ce qu'il y a les clients Il va y avoir les clients. Est-ce qu'on compte que sur l'UNESCO pour attirer cette clientèle? C'est important. D'abord, il n'y en a pas 5. Et le jardin secret, c'est quand même, comme vous l'avez dit, c'est un jardin intime. De mémoire, il y a 15-20 chambres. Mais c'est important d'avoir des produits de qualité. Vous savez, vous me parliez de Jean Bousquet, j'avais créé un festival japonais. Les Japonais avaient regardé l'ensemble des chambres du parc hôtelier. C'est important d'avoir une pyramide bien équilibrée sur l'offre hôtelière. À la fois un haut de pyramide avec du 5, du 4, du 3 et du 2. C'est ce qui fait aussi, si on veut être une destination touristique, une ville estivale où on séjourne, eh bien, il faut des infrastructures et des capacités d'hébergement de qualité. Est-ce qu'on devait absolument le mettre là, vu que ça crée quand même, la ville, le centre-ville, pour parler de ça, il faut le mettre là. Il penche quand même côté Victor Hugo, tout ça, la ville est un peu désaxée, et le côté Amiral Courbet, par exemple, voire Gambetta, est complètement abandonné, on va dire. Est-ce que le mot est un peu fort, mais le fait dans le sens où il n'y a pas de structure nouvelle. Non, mais il faut trouver, d'abord, pour construire un palais des congrès, il faut une structure, il fallait du foncier pour l'emplacement. Bon, le fait de faire un congrès centre-ville, c'est l'assurance d'avoir des retombées économiques. Quand je vais vous poser une question, quand vous allez par exemple à l'Arena de Montpellier, vous allez voir un spectacle, vous allez le voir, vous retournez à Montpellier après ou vous prenez l'autoroute? Toutes ces villes qui ont fait des structures de spectacles comme de congrès à l'extérieur de la ville, vous n'avez aucune retombée économique sur le centre-ville. Or là, le congressiste, il va assister au congrès, mais dans la journée, l'accompagnant, parce que n'oublions pas, il va aller faire des courses au centre-ville, il va consommer dans les restaurants du centre-ville. C'est ça qui est important. D'accord. Alors, connais-tu le groupe Les Rues de Nîmes sur Facebook, qui est un groupe dont tu connais? Je ne vais pas non plus tout le temps sur Facebook, voilà. Mais je connais. Tu n'es pas un adepte des réseaux sociaux? Il faut avoir du temps. Oui. C'est ça, c'est clair. Alors donc il nous a posé quelques questions qu'on va relayer d'ailleurs. Donc l'essentiel, c'est que comptez-vous faire pour réguler le stationnement anarchique et sécuriser les abords des écoles? Question subsidiaire, si vous êtes élu, comptez-vous davantage intégrer les citoyens au processus de réflexion et de décision? Et si oui, comment? Oui. Bon, sur le stationnement anarchique, on nous demande pratiquement à chaque assemblée générale de mettre des poteaux pour empêcher les stationnements. Il y a une vigilance qui tente d'être accrue. Bon, il n'y a rien de pire, le stationnement, comme les incivilités avec les ordures ou les encombrants, de lutter contre les incivilités. Mais ceci étant, effectivement, il y aura une grande vigilance dans ce domaine. Sur les écoles, c'est la même chose. On va de plus en plus aller sur des aires de protection pour différentes raisons devant les écoles, parce que vous avez certains parents, s'ils pouvaient rentrer avec la voiture dans la cour de l'école, ils le feraient. Non mais il faut quand même être honnête entre nous. Donc, c'est fast-food. Mais on l'a vu aussi par rapport à l'insécurité
les événements qui peuvent se présenter, c'est important de protéger les abords de l'école avec des aménagements urbains qui permettent une bonne protection. Alors, Nîmes compte justement 150, un peu plus de 150 000 habitants. Oui. Et voudrais-tu que ce chiffre augmente? Non. Enfin, non. C'est pas un non si on passe à 160 000. Mais l'idée, c'est que je ne serai pas un maire demain, si je suis élu, qui va courir après l'évolution démographique. Nîmes est une ville, on le sait, c'est la ville aux 7 collines. Ça n'apporterait aucun avantage? Pardon? Ça n'apporterait aucun avantage de non, grossir? Non. Mais grossir pour grossir, ça ne sert à rien. Quand D'accord. vous grossissez, il faut d'abord créer des infrastructures, mais ce qui fait l'ADN de Nîmes, la plus-value de Nîmes, c'est cette ville aux 7 collines. C'est notre patrimoine environnemental. Donc si on commence à reconstruire, construire et manger toutes nos collines, nos garrigues et autres, ça ne sert à rien. La plus-value, on vient à Nîmes parce qu'on aime cette qualité de vie. Alors oui à la reconstruction de la ville sur elle-même, dans certains quartiers, je pense au quartier Richelieu, je pense au quartier Montcalm-République, je pense justement à ce que vous disiez tout à l'heure entre la rue Nationale et le quartier Gambetta, pour améliorer, il y a des choses qu'il faudra aérer, reconstruire, mais travaillons sur la qualité de vie avant tout. Et cette qualité de vie, d'ailleurs, à un moment, on disait qu'elle allait permettre d'amener des entreprises, hein, justement, pour cette qualité de vie. Et qu'en est-il alors? Est-ce qu'il y a vraiment... Ah oui, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent s'installer. Regardez, de grosses entreprises. On a eu Soprema que j'ai inauguré il y a un mois, 250 salariés. On a eu des entreprises où on a accompagné la croissance, comme Symétrie, comme Sudmetal Provence. Vous avez des entreprises nouvelles, des pépites comme Watertrax. Vous avez Thermo Fisher qui vient de rapatrier avec 300 salariés son unité allemande. Vous avez Phytocontrol. Vous allez avoir Virbac. Vous avez vu que j'ai présenté Magna Porta avec 1800 emplois directs et 300 emplois indirects sur un big data, sur de l'assemblage industriel. Vous avez la Zacovia avec la nouvelle prison. J'ai eu confirmation d'investissement par la PIGE. La prison, ça sera où Sur la base Ogvia, c'est-à-dire l'ex-base qui a servi de construction à la SNCF pour construire la ligne LGV, juste au sud de Nîmes et au nord de Générac. Vous aurez à la fois la prison et une entreprise industrielle qui va pouvoir utiliser la voie ferrée pour le filetage. En deux mots, puisqu'on parle de ça, enfin, ça n'a pas trop de rapport, mais un peu quand même, le contournement Nîmes-Alès, là, c'en est où? Ah, c'est compliqué. D'abord, il faudrait que le ministre des Transports ait une durée de vie de plus de 6 mois, parce qu'on est obligé de reprendre le dossier à zéro à chaque fois. Ouais. Mais je crois beaucoup à ce que j'appelle le barreau, c'est-à-dire sortie d'autoroute jusqu'à la RD 40 en bas de l'hôpital. Vous savez pourquoi j'y crois? Parce que l'État ne met pas un rond. Parce que vu la situation de la France aujourd'hui, les moyens de l'État sont limités. Donc c'est Vinci qui financerait ce barreau et à charge des collectivités territoriales de faire la jonction sur la 113. Donc oui au barreau, ce qui nous permettrait de désenclaver l'hôpital, de désenclaver Saint-Césaire et puis d'alléger la circulation qui arrive chaque matin par l'Avonnage, parce que sinon, matin, midi et soir, regardez l'avenue Kennedy et l'avenue des Français Libres, c'est un enfer. C'est l'enfer. Il va falloir, en gros, pour les 3 listes de droite, 3 fois 55 personnes. 59. 3 fois 59, c'est pire encore. Donc ça va être compliqué de faire des listes à parité. Est-ce que ça sera possible déjà? Ça sera possible. D'avoir. Ça fait beaucoup de gens. Je pense pas que ça soit compliqué de faire une liste. Vous savez, je reçois beaucoup de gens qui veulent être à mes côtés. Donc, oui, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Ça, je suis d'accord avec vous, mais 3 fois 59 personnes, bien au point, des choses. Ça fait presque 180 personnes. Ça fait beaucoup, non 3 fois 6, 18. Ça va être difficile à trouver. Non. Surtout quand il faut faire moitié-moitié. C'est un peu comme une équipe dans le sport ou ailleurs. On essaye de chercher une complémentarité de compétences en termes de génération aussi, avec des gens expérimentés, d'autres qui arrivent un petit peu d'horizons divers. Voilà, vous verrez ça au mois de fin janvier, mais en tout cas, ça ne me paraît pas très compliqué de constituer une équipe. Après, chacun pourra juger de la qualité de l'équipe, mais de constituer une équipe, c'est pas le plus dur. On va arriver à la fin de cette rencontre. Quel maire souhaiterais-tu être? Un maire qui permettra de faire rentrer cette ville définitivement dans le 21e siècle avec, encore une fois, cette qualité de vie. On vit bien à Nîmes,
Mon ambition, c'est qu'on y vive encore mieux. Et que le jour où j'aurais décidé d'arrêter, je puisse regarder dans le rétroviseur et de dire, bah, tout compte fait, tu as fait avancer quand même les choses. Tu n'as peut-être pas tout réussi, mais tu as fait avancer les choses dans un certain nombre de domaines. Donc merci. Merci à vous. On aura l'occasion de se revoir hein, pour justement la présentation de la liste et du programme quand même, hein, parce que comme je l'ai dit, le programme c'est quand même important. Tu passes les fêtes en famille là Oui. Ouais. Oui, parce que les fêtes, c'est le moment où on fait ce qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. Tu vas faire un tour de grande roue? Non, oui, je vais surtout accueillir mes parents qui sont quand même un Ouais. petit peu âgés, et puis surtout d'en profiter, parce que tant qu'on les a et qu'on a cette chance de les avoir, c'est bien de partager des moments avec eux pendant ces fêtes de fin d'année. Puisqu'on aborde ces fêtes de fin d'année, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles fêtes de fin d'année, et puis profitez de ces moments, c'est des moments importants où on se retrouve. Et comme je dis toujours, dites bien aux gens que vous les aimez pendant qu'ils sont là, c'est important. Merci Pierre-Henri. Merci Richard, Monsieur Proust, merci. Et puis Merci à vous. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker, de partager et puis de vous abonner hein, parce qu'on aura aussi d'autres émissions sur les candidats. On se retrouve bientôt. À très vite. Salut.